Alors, il y a encore une valve qui nous pose problème, c'est la tricuspide, Thierry. Donc, tu vas nous dire un peu vers quoi on va. Beaucoup de problèmes. Et donc, je ne vais pas vous faire un inventaire à l'après-vert parce qu'il y a plusieurs dizaines d'outils en cours d'exploration, mais il y en a qui ont des données cliniques. Et je ne vais pas non plus vous montrer de données cliniques parce que pour moi, elles sont trop réduites. On a des 20 patients, 30 patients. Donc, on parle juste de taux de succès qui ne sont pas très élevés ou moyennement élevés. Mais plutôt vous parler des concepts pour les choses qui vont probablement rester. Alors, la valve tricuspide, c'est la valve oubliée depuis très longtemps. Et donc, on a plein de littérature récente qui nous parle de cette valve tricuspide oubliée. Et en fait, les raisons sont très claires. On sait que les patients qui ont des IT modérées ou sévères, c'est beaucoup de patients, hein, c'est 35% des patients qui ont une intervention sur les valves du côté gauche, et elles sont souvent négligées. Donc il n'y a pas forcément de traitement associé lorsque les patients sont opérés, et on se retrouve plus tard avec des patients avec des IT modérées à sévères qui sont très symptomatiques, invalidantes. Vous savez, ces patients qui reviennent à l'hôpital tous les 15 jours, 3 semaines, avec des œdèmes, de l'ascite, et qui ont une vie infernale. On sait aussi que la chirurgie pour une insuffisance tricuspide isolée, elle est à haut risque, surtout si les patients ont une dysfonction VD sévère, et encore plus s'ils ont une hypertension artérielle pulmonaire, qui est parfois la cause primaire de cette insuffisance tricuspide sévère. Et puis, si on réintervient, on sait aussi que les risques sont élevés. Alors, bien sûr, plus de 90% de ces IT sont fonctionnels, comme vous le savez. Donc, je ne vais pas m'intéresser aux IM primaire. Et le mécanisme, c'est une dilatation de la paroi latérale et donc un anneau qui s'agrandit et donc les feuillets qui ne peuvent plus s'apposer au niveau central. Alors, quelles sont les options non chirurgicales ? Il y en a beaucoup. Certaines options consistent à modifier l'anneau. On va en parler un petit peu. Certaines options consistent à améliorer la position des feuillets. Et puis, d'autres options vont plus loin avec la mise en place d'une valve au niveau de la veine cave inférieure, voire au niveau de la veine cave inférieure ou supérieure. Alors, la modification de l'anneau, vous avez vu un certain nombre d'outils, le Tricinch que vous a montré Marina. Donc, on va aller mettre un système d'implantation au niveau de l'anneau. Et puis, ce système va être relié à un stent qu'on va positionné dans la veine cave inférieure, et puis ensuite on va créer une tension qui va déformer cet anneau pour créer une sorte de bicuspidisation. Et bien sûr, vous pouvez créer une tension plus ou moins importante sous contrôle de l'ETO pour réduire cette fuite. Donc je crois qu'à Bichat, ils ont une expérience. Marina pourra en parler tout à l'heure. Voici un exemple donc pour vous montrer simplement qu'on a effectivement réduit la taille de l'anneau, amélioré la fuite mitrale, et vous voyez clairement que cet anneau est beaucoup plus petit après la mise en place du Tricinch. Et vous voyez donc même la position des feuillets est très nettement améliorée par le système. Alors il y a un autre système qui est beaucoup plus sophistiqué, Marina en a parlé également, qui consiste donc par voie veineuse percutanée, réaliser la mise en place d'un pledget de chaque côté de l'anneau, et un ici et un autre de l'autre côté, vous allez voir. Donc c'est un système qui est extrêmement sophistiqué, mais qui, je trouve, est assez intéressant. On a une série de patients qui a été réalisée avec des taux de succès relativement élevés, quelques complications. Donc on est vraiment au tout début de ce type de technique, mais je pense qu'elle est assez prometteuse. Donc vous voyez le premier pledget qui est mis en place, puis ensuite on va utiliser le même cathéter pour mettre le deuxième pledget. Voilà, on va attraper le fil, descendre le système. Et ensuite, une fois qu'on va avoir positionné ces deux pledgets des deux côtés, eh bien, on va pouvoir resserrer l'anneau et créer à nouveau cette bicuspidisation de l'orifice tricuspide. Donc vous voyez, voilà, on va tirer et ramener les deux pledgets l'un près de l'autre, et vous voyez donc la bicuspidisation. Et effectivement, ça marche. Vous voyez encore une fois un cas avec, vous voyez, pas d'apposition des feuillets tricuspides, une grosse fuite tricuspidienne. Et après la mise en place du Tri-Align, vous avez
cette réduction de la taille de l'anneau, meilleure apposition et diminution très nette de la fuite tricuspide. Marina vous a parlé du cardioband, donc initialement utilisé pour la valve mitrale, mais maintenant peut être utilisé pour la valve tricuspide avec des résultats très prometteurs. Donc le principe est le même. Je ne vais pas aller plus loin. Voilà. Alors plus original, le TREIPTA, qui consiste à réaliser une piqûre au niveau de l'auricule droit, passer un guide qui est une sorte de lasso qui va permettre de contourner le ventricule, et puis ensuite on va serrer ce lasso autour de l'orifice auriculo-ventriculaire, tout ça par voie percutanée. En fin de procédure, on va mettre un système de fermeture pour éviter les saignements. Et vous voyez en IRM une tension modérée exercée au niveau de l'anneau et une tension importante exercée au niveau de l'anneau, avec, vous voyez, une réduction très importante de la taille de l'anneau. Et bien sûr, c'est des données encore très préliminaires, mais il y a eu des patients qui ont été réalisés. Alors, à position des feuillets, eh bien, vous avez le système format développé par Edwards, donc qui consiste par voie veineuse sous-clavière à implanter une encre au niveau de l'apex du ventricule droit. Sur cette encre, on va déployer, on va amener une sorte de gros tampon central qu'on va positionner sous contrôle de l'ETO et qui va permettre, vous voyez le tampon central, qui va permettre de réduire la fuite en apposant les feuillets tricuspides sur ce tampon. Et donc il y a une taille de 10 et de 15 mm avec des résultats qui sont très prometteurs. On a plus de 70 patients qui ont été traités. Le MitraClip est maintenant utilisé au niveau tricuspide également, surtout en Allemagne. Et pareil, on va réaliser une bicuspidisation de l'anneau avec un clip, voire 2 ou même 3 dans certains cas. Et je vous montre juste un exemple avec, encore une fois, un patient avec une grosse fuite tricuspide, le positionnement du premier clip, puis un deuxième clip. Et vous voyez à nouveau, la taille de l'anneau a diminué, la fuite tricuspide est améliorée très nettement. Et vous voyez en ETO 3D la bicuspidisation qui a été obtenue par cette technique avec 2 clips. Alors pour ce qui est de la valve dans la veine cave, vous voyez ici donc une fuite tricuspide massive. La technique a été développée par Lotten. Et vous voyez, l'idée, c'est de mettre un stent au niveau de la jonction entre la veine cave inférieure et l'oreillette. Et ensuite, à l'intérieur de ce stent, on va déployer une valve Sapien pour réduire la fuite. Et vous avez vu le résultat qui est assez impressionnant. Pour ce qui est des implantations bicavales, eh bien là aussi, c'est la même équipe qui a développé cette technique. Évidemment, en mettant une valve au niveau de la veine cave inférieure, on va réduire les problèmes au niveau du foie, mais pas au niveau supérieur. Et donc, ils ont utilisé cette technique depuis 2013. Et maintenant, il y a une étude CE-Mark qui va démarrer dans les jours qui viennent, avec donc 2 valves qui sont dédiées, une pour la veine cave supérieure et une pour la veine cave inférieure. Donc j'en arrive à ma conclusion. Donc l'insuffisance tricuspide, c'est un problème qui est largement sous-estimé, mais qui est très important pour les patients. Comme pour la valve mitrale, les avancées technologiques qui sont inspirées de l'expérience du TAVI offrent des perspectives thérapeutiques qui jusqu'à-là étaient insoupçonnées, comme pour la mitrale également. Et aujourd'hui, nous sommes bien sûr dans une phase exploratoire avec des outils qui devront démontrer leur efficacité, leur sécurité et leur place respective. Mais il est clair que d'ores et déjà, une nouvelle porte est ouverte pour traiter de façon percutanée les problèmes dits sévères ou modérés. Je vous remercie. Merci beaucoup Thierry. Des questions dans l'Assemblée, je pense, sur ce sujet pas quotidien, mais fréquent. J'aimais bien le concept parfois, c'est les idées les plus simples qui sont les meilleures. Là, le concept du format, il y a une étude en cours. Alors, le format, il y a une étude américaine en cours et une étude européenne en cours. Et il y a quelques centres, dont Hélène et moi, pour la France. Il n'y a que 2 centres en France. Initialement, j'avais des doutes. Et en fait, quand on regarde comment ça marche, c'est assez impressionnant. On a fait, je ne sais pas si Hélène a eu l'occasion de démarrer, mais c'est assez impressionnant l'efficacité.
Et c'est simple, effectivement, comme tu le dis, c'est très simple, hein, une voie veineuse sous clavière, un guide à la pointe du VD, et puis ensuite on a cette espèce de gros pilier central sur lequel les tricuspides viennent s'apposer. C'est vraiment très prometteur. Finalement, quand on fait du mitraclip, parfois quand on descend le clip dans l'orifice régurgitant, on a l'impression qu'il y a moins de fuite parce qu'on a mis du matériel dans l'orifice régurgitant. Donc en fait, fermer un orifice régurgitant, il fallait avoir l'idée, quoi. Oui. En fait, la seule difficulté technique, c'est de mettre la bonne tension pour régler le tampon central, ni trop haut, ni trop bas, ni trop loin. Donc c'est ça la difficulté. Et l'écho transésophagienne est là aussi crucial pour le positionnement. On remarque Non, moi juste 2 commentaires, Thierry. C'est juste rappeler que chez ces patients, en fait, l'objectif thérapeutique, ça va être, contrairement à d'autres techniques de traitement percutané des valvulopathies, ça va être essentiellement de réduire l'intensité et la fréquence des décompensations cardiaques droites, de réduire la nécessité de traitement diurétique, traitement médicamenteux. Et ce qu'on a pu constater, par exemple, avec l'utilisation de Utricine, mais sur un très petit nombre de patients, c'est qu'il faut quelquefois avoir une réduction relative de 50% du degré de fuite, mais pas un résultat forcément parfait, pour observer ce bénéfice fonctionnel. Et la deuxième remarque que je voulais faire, c'était qu'avant qu'on ait à disposition ces dispositifs innovants, on avait vu l'expérience de l'OTAN, et donc on s'était posé effectivement la question, chacun, je pense, dans son centre a eu un ou deux cas, de l'utilisation déviée des prothèses aortiques percutanées, et on s'est heurté à des problèmes de taille, tout simplement, parce que quand on s'amuse à regarder les tailles des veines caves inférieures, il est rare qu'elles soient à moins de 30-32 mm, même chez des femmes de petits morphotypes, et c'est un facteur limitant anatomique important. Oui, je suis complètement d'accord avec toi. Une des grosses difficultés pour les études sur la tricuspide, c'est l'évaluation de la fuite. Et en écho, c'est quand même extrêmement difficile. Bien sûr, comme pour la mitrale, ça dépend des conditions de charge, mais c'est aussi très difficile de quantifier les fuites. Alors, j'imagine, après la pose de 2 ou 3 clips au niveau de la tricuspide, par exemple, comment quantifier cette fuite, c'est extrêmement difficile. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec le format, par exemple, ils ont constaté une diminution chez tous les patients de la fuite tricuspide, mais pas forcément très importante. Donc, passer de 4 à 3 ou de 3 à 2, des choses comme ça. Mais sur le plan clinique, il y avait une amélioration spectaculaire des patients. Donc voilà, on est au début de l'exploration du traitement des valves tricuspides, mais je pense que c'est vraiment un champ très important pour nos patients. Vous avez l'expérience de l'implantation d'une valve Sapiens, par exemple, dans un anneau natif ? Non. Non. Un anneau tricuspide ? Ouais. Non. Il faudrait qu'il soit calcifié déjà, je pense. Il faudrait d'abord, excusez-moi. Il faudrait d'abord qu'il soit calcifié, comme tu dis, et puis la taille d'un anneau tricuspide en cas d'insuffisance tricuspide est largement supérieure à 29 mm. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que c'est ovalaire, et si vous êtes sur la native, vous risquez d'avoir de gros dégâts quand même. Donc, pour l'instant, non, les solutions qui sont en développement. Moi, j'aime bien la double valve dans la veine cave. Je trouve ça assez élégant, facile. Et puis, ça n'obère pas d'autres solutions ultérieures. Alors, pour ceux qui connaissent Figula, c'est en fait Figula qui a designé cette double valve dans la veine cave. On peut se méfier aussi quand même, ça a été utilisé en malformation cardiaque pour revalver dans les fontans, etc. Et ces valves qui se retrouvent avec un faible jeu de pression, eh bien, finalement, elles se recroquevillent, elles ne sont pas assez sollicitées finalement pour tenir, et il y a beaucoup de dysfonction de valves. Alors la sténose tardive, bien entendu, mais au début, finalement, il y a de très belles images où on voit que le feuillet s'est tout ramassé sur lui-même. Et puis, finalement, on ne réglera pas non plus par cette méthode, bien sûr, le problème de la pression dans l'OD, quoi. Il y a une question par rapport à la sonde d'Esti. La majorité des traitements percutanés de la tricuspide, il y a un souci par rapport aux patients qui ont un pacemaker permanent. Est-ce que les dispositifs Forma, par exemple, il y a une interaction entre les guides des dispositifs et la sonde? Est-ce qu'on exclut ces malades ou est-ce que peut-être... Alors non,
ne sont pas exclus pour le dispositif format, sous réserve qu'il n'ait pas la veine sous-clavière gauche thrombosée. Donc en fait, dans le screening des patients, on fait un scanner en injectant par le bras gauche pour s'assurer que la sous-clavière est suffisamment grosse et pas thrombosée. Mais sinon, ça ne pose pas de problème. Il y a eu 2 expériences de mise en place du format par la sous-clavière droite, mais l'outil n'est pas adapté pour l'instant à la sous-clavière droite, donc on ne peut pas l'utiliser par la voie sous-clavière droite. Donc c'est uniquement la gauche. Mais le fait qu'il y ait un pacemaker ne pose pas de problème. Il y a un sujet qu'on n'a pas du tout abordé au cours de cette session et qui est particulièrement criant pour ton sujet, c'est l'imagerie. Parce que l'imagerie de la mitrale, on sait que finalement la limitation du MitraClip ou sans doute des autres techniques, c'est la qualité de l'image écho. Mais l'analyse de la tricuspide en ETO, c'est pas très bon. En transto, ça peut être bon comme ça peut être très mauvais. Finalement, pour qu'on réussisse à réparer les valves, qu'elles soient mitrales, tricuspides ou autres, il nous faut les bons outils. Ça, on fait confiance aux industriels. Et il va nous falloir la bonne image. Et en tricuspide... Et le bon échocardiographiste. Exact. Pour aller dans ton sens, Patrice, pour le dispositif Tricinge, par exemple, ce qui est crucial, mais j'imagine comme pour Cardioband, c'est de visser la vis au bon endroit. Donc ça a été prévu en amont par le scanner. Et la technique fait que tu peux aller exactement à l'endroit prévu par le scanner. Et l'outil qui a été choisi et qui finalement donne d'assez bons résultats pour aller confirmer le bon positionnement, c'est l'écho intracardiaque, qui pour la valve tricuspide est assez facile. Question, on va te remercier. C'était une très belle présentation et globalement une belle session, je l'espère. Merci à tous.